Dimanche 2 mai 2021, l'Air du Temps reçoit en direct de Genève un invité spécial, économiste et spécialiste du développement industriel et des chaînes de valeur. Pape Demba Thiam va aborder la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. La structure de l'économie peut-elle créer des emplois? Quels préalables et quelles réformes en profondeur? Quelles priorités et quels changements de paradigme? De Genève, Pape Demba Thiam répond aux questions d'Alassane Samba Diop dans l'Air du Temps, dimanche 10h-11h sur e-Radio. Dimanche 2 mai 2021, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui exceptionnellement un invité spécial. Il s'appelle Pape Demba Thiam. Pape Demba Thiam de la Suisse, nous serons en direct avec lui, l'économiste international spécialiste du développement industriel et des chaînes de valeur. Nous allons discuter avec lui sur les questions suivantes. Comment durablement résoudre le problème de l'emploi des jeunes, comment restructurer l'économie sénégalaise pour créer des emplois de masse et de qualité bâtis sur des forces de l'économie nationale, comment engager des réformes en profondeur tout en évitant un endettement qui assujettisse l'État aux intérêts de ses créanciers, comment redéfinir, réorienter les priorités dans ce domaine, quel changement de mentalité des dirigeants pour une meilleure prise en charge des besoins de la jeunesse et du pays. Pape Demba Thiam, vous êtes en ligne avec nous. Pape Demba Thiam, vous nous entendez? Oui, bonjour Alassane, je vous entends. Voilà, bonjour Pape Demba Thiam. Je disais tantôt en déclinant la thématique de notre débat, c'est de poser la question lancinante concernant l'emploi des jeunes. On a constaté à travers le monde ce 1er mai des manifestations un peu partout où des jeunes sont sortis en disant leur malaise de ne pas avoir du travail, de ne pas travailler. Et ensuite, les métiers qu'ils ont ou bien les emplois sont très précaires. De façon globale, ici au Sénégal, la question de l'emploi des jeunes est devenue une question fondamentale pour aider cette jeunesse à s'en sortir. Comment peut-on résoudre durablement le problème de l'emploi des jeunes, Pape Demba Thiam? Oui, Alassane, merci beaucoup. Le gros problème que nous avons eu depuis plus de 40 ans, c'est que nous n'avons plus fait de politique de développement qui bâtisse la force de l'économie sur les avantages comparatifs qu'on peut transformer en avantages compétitifs. Parce que l'emploi, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous rentrez dans une boutique avec de l'argent en dit vendez-moi 10 emplois, vendez-moi 3 emplois. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, tel que l'économie est constituée, elle peut créer des emplois ou bien quelles sont les réformes qu'il faut apporter pour que l'économie sénégalaise puisse créer des emplois? Je parlerai moins de réformes, mais plus de changements de structure. Aujourd'hui, nous avons d'énormes potentialités qui ne sont pas exploitées. Je vous donne quelques exemples pour être très pratique. Vous prenez par exemple, quand j'appelle les forces de l'économie, c'est là où vous pouvez vous appuyer. Tout le monde le dit, tout le monde le répète, tout le monde le décrit, que le secteur informel emploie pratiquement 90% des gens qui travaillent au Sénégal. Mais ça, c'est une force. J'entends transition, j'entends beaucoup de choses parce que les gens ramassent des concepts. Malheureusement, ils galvaudent les contextes, occupent le terrain et vident les contextes, les concepts de leur substance. Aujourd'hui, si vous voulez que le secteur informel devienne une force économique, il faut l'industrialiser, c'est-à-dire faire de la production de masse pour ça. Je vous donne un exemple. Vous avez pratiquement peut-être 12 à 15 000, sinon 20 000 artisans menuisiers dans le Sénégal. Ces artisans menuisiers ont du talent. Ils peuvent faire des portes, ils peuvent faire des fenêtres, ils peuvent faire des armoires, ils peuvent faire des dressings, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le gros problème qu'ils ont aujourd'hui, l'un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que par exemple, ils n'ont pas de machines capables de faire de la finition qui permettent de concurrencer les importations. Ils n'ont pas de centrale d'achat qui leur permettent d'acquérir de la matière première à des taux, à des prix qui sont très intéressants et qui sont compétitifs. Ils n'ont pas d'école de formation. Ils n'ont pas de système de commercialisation. Bref, quand vous prenez une petite entreprise qui fait dans la charpenterie et qui emploie 6 personnes, c'est une entreprise qui ne peut pas avoir, par exemple,
un système de séchage de bois. Et pourtant, il faut faire sécher le bois. Il ne peut pas avoir de la découpe de qualité. Elle ne peut pas avoir de la conception assistée par ordinateur. Alors moi, ma stratégie est la suivante. C'est-à-dire de rassembler ces 20 000 à 25 000 petites et moyennes entreprises dans un même endroit et créer des centres de services communs aux entreprises dans chacune des fonctions dont l'entreprise a besoin mais ne peut pas acquérir du dedans. Cela faisant, je crée des grappes intégrées d'activités économiques comme quand on fait la tuyauterie et la plomberie dans une maison. C'est-à-dire, j'installe des activités qui sont dépendantes les unes des autres. Parce que si j'appelle, par exemple, un investisseur pour lui dire, écoutez, au Sénégal, nous avons la possibilité d'avoir le bois. Mais le bois va sécher quand on l'installe. Je vous propose de venir installer des systèmes de séchage de bois et je vous donne un marché de 20 000 entreprises. Mais il n'y a aucune entreprise à qui on garantit un marché comme ça qui le refuse. Je prends la même chose pour la commercialisation. Je prends la même chose pour tout ce qui est numérisation. Bref, je prends tous les métiers qui sont essentiels dans la chaîne de valeur, je les dispose en cercle concentrique autour des activités de transformation de ces petites et moyennes entreprises. Mais là, je crée un écosystème intégré qui permet d'assurer toutes les fonctions sur le même endroit. 20 000 entreprises qui emploient 6 personnes par entreprise, ça vous fait 140 000, ça vous fait 120 000 emplois. 120 000 emplois. Oui, mais dans votre propos, vous avez parlé de la formation. Le gros problème qu'on a chez les artisans sénégalais, c'est le problème de la formation aujourd'hui. Ils peuvent faire un très bon travail, mais un travail de finition parce qu'il n'y a pas la formation. Il y en a certains d'entre eux qui ne comprennent pas c'est quoi un angle droit, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Les stratégies d'interface déterminent exactement le type de formation dont vous avez besoin sur les chaînes de valeur. Parce que si, par exemple, on part avec un projet de dire on va créer 7 Meuble City avec 140 000 emplois au même endroit, dans ma chaîne de valeur, les besoins de formation sont déterminés, que ce soit la formation au niveau technique le plus élevé ou au niveau technique le moins élevé et le plus basique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire, tiens, il y a besoin de formation. La formation, elle est générée par les besoins de la production. Donc, vous devez avoir une capacité de lecture. Comment vous pouvez lire dans les processus économiques pour dire qu'il y a un chaînon manquant qui s'appelle formation sur les chaînes de valeur et à ce moment, ça fait sens d'établir ce chaînon manquant. Mais c'est la même chose pour les infrastructures. Les infrastructures ne sont jamais neutres. Une infrastructure, elle doit être conçue et pensée en fonction des externalités que l'on recherche. Si je me rends compte qu'il y a un gros chaînon manquant qui s'appelle eau, électricité ou route ou bande passante sur une chaîne de valeur, et que si je mets ce chaînon manquant-là, ça libère des opportunités économiques, je rends ces opportunités économiques lisibles, les investisseurs arrivent. Ce que je veux dire, c'est que nous devons avoir une activité, une approche proactive et interventionniste pour construire l'économie sur ses forces. Je peux vous donner d'autres exemples. Vous pouvez me citer n'importe quel secteur au Sénégal. Je peux vous dire ce que je peux y faire très rapidement pour amener des grappes intégrées d'activités économiques qui se tiennent les unes les autres, parce que quand vous le faites à ce moment-là, vous créez de l'emploi partout. Parce que l'emploi appelle l'emploi. Le pouvoir d'achat appelle les opportunités économiques. Donc, vous créez ce que j'appelle des centres de croissance intégrés. Oui. Vous savez qu'au Sénégal, on a beaucoup parlé de pétrole et de gaz au Sénégal. Quand on en a parlé, beaucoup de jeunes ont eu un espoir que quand le gaz viendra, le pétrole viendra, qu'il y aura peut-être un plein emploi. Mais aujourd'hui, de plus en plus sur le plan international, les gens disent qu'on va abandonner cette énergie pour se mettre à l'hydrogène. Est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui pour l'espoir de tous ces jeunes? Il faut faire attention à ceux qui font le buzz pour faire avancer leurs objectifs. Par exemple, j'ai entendu beaucoup des gens dire oui, on va aller à la voiture électrique, ainsi de suite. Mais vous savez que par exemple, pour une voiture électrique,
il y a 3 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture d'un moteur à explosion. Mais ce cuivre-là, il faut le travailler. Avec quelle énergie vous allez travailler ce cuivre? Ce que vous devez faire pour dire que nous allons faire une croissance propre, c'est que l'énergie qui va travailler le cuivre, qui va aller dans une voiture électrique, soit par exemple de l'énergie propre, l'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire, ainsi de suite. Donc, il y a des processus d'optimisation qui permettent de créer des chaînes de valeur intégrées et complémentaires qui font que ces problèmes vont être résolus dans les processus économiques. Mais il ne faut pas les voir de manière isolée. Il faut éviter ce genre de slogan. Mais Pape Demba Thiam, depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, Macky Sall, aujourd'hui en passant par Abdoulaye Wade, il y a toujours des programmes qui ont été mis en place pour l'emploi des jeunes, entre autres. Mais le constat, c'est un échec. La plupart des jeunes n'ont pas pu trouver de l'emploi. Soit la formation qu'ils reçoivent à l'université ou bien dans d'autres écoles n'est pas conforme ou bien adaptée au marché ou bien aux besoins de l'économie sénégalaise aujourd'hui, qui est une économie extravertie. Comment faire pour réorienter tout ça, permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, et comment l'État doit revoir l'économie en profondeur pour avoir des priorités? Vous savez, lorsque l'économie n'est pas pensée, les problèmes surgissent partout. Tout devient un problème parce qu'il n'y a pas la cohérence dans la conception et la mise en œuvre. Parce que on a bureaucratisé tous ces programmes. Dès l'instant qu'il y a un problème, on dit tiens, on va créer une structure. Mais le propre des structures, c'est d'alourdir les procédures, de tout ralentir. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on devrait dire, je crois que je vous ai perdu, hein. Oui, je vois. Je ne comprends pas. Je crois que je vous ai perdu. Hein. Allez-y, pas. On vous entend. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas laisser aux banques le rôle qui est le leur de financer l'économie. S'il y a un problème de fonds à long terme que l'on peut donner pour financer des équipements, qu'on puisse mettre à la disposition de ces banques ces fonds et orienter les prêts vers ces activités. Mais si chaque fois vous multipliez les banques en multipliant les fonds, sans créer les facilités qui permettent d'identifier les opportunités, de les réaliser en accompagnant la création d'entreprises, mais vous n'y êtes pas. Au contraire, vous créez des gouffres qui peuvent absorber toutes sortes de ressources que vous mettez. Ça devient un panier percé. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous distribuez de l'eau dans un immeuble de 10 étages et que vous n'avez pas fait la plomberie, vous n'avez pas connecté les tuyaux et vous amenez l'eau devant au pied de l'immeuble, vous pouvez pomper l'eau, on va voir que l'eau s'en va, mais l'eau ne circule pas dans le bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement l'eau n'alimente pas les pièces du bâtiment, les étages, mais en plus, l'eau va aller dans les murs et abîmer tout l'édifice avec de l'humidité. Et c'est comme ça qu'on a fait pendant tout ce temps. Oui. Pape Demba Thiam, vous disiez tantôt l'histoire des banques. Au Sénégal, aujourd'hui, sur la plate financière, il y a un minimum 29 banques. Une banque vient d'ailleurs d'ouvrir, ça a fait récemment, qui s'appelle la BDM, qui a démarré ses activités au Sénégal. Mais les Sénégalais se plaignent que les banques ne financent pas l'économie. Elles ne financent pas les petites et moyennes entreprises. Les banques font des crédits à court terme et que ce n'est pas bon pour l'économie. Et que l'État doit revoir les textes qui régissent les banques pour les amener à financer l'économie. Alassane, il n'y a absolument aucun État qui peut forcer une banque à financer quelque activité que ce soit. Aucun État. Les banques financent des activités pour lesquelles elles mesurent les risques de manière adéquate et s'assurent que l'argent qui est prêté est remboursé. Alors donc, ce qu'il faut aider, c'est le rôle de l'État de travailler la politique économique, de faire de la planification stratégique des investissements, de la formation, de tout ce qui concourt à rendre les opportunités économiques lisibles et transformables, pour que la banque puisse jouer son rôle de pouvoir venir financer une activité économique. Vous savez, regardez tout ce que la Banque mondiale et d'autres organisations ont mis dans notre économie. Où est-ce que vous avez trouvé les résultats? Regardez tous les projets qui ont été financés par centaines de milliards depuis des années.
Mais tous ces projets sont passés par les filtres normaux depuis identification, évaluation, mise en œuvre, approbation. Après, on dit le projet est un échec. Mais pourquoi? Parce que le projet a donné une impression de faisabilité à première vue, mais le projet n'était pas factible parce que le projet était isolé dans son environnement. Si vous regardez un projet en lui-même et que ce projet donne des aires de faisabilité sur le papier et que vous vous rendez compte qu'il y a des ruptures de séquence dans l'environnement économique du projet à beaucoup d'endroits qui étranglent le projet, c'est ça qui fait que les projets échouent. Donc, le travail de recoudre les structures économiques en même temps qu'on monte les projets et les programmes est indispensable. Sinon, on va se leurrer, on va mettre de l'argent, mais c'est de l'argent perdu. Mais justement, Pape Samba Thiam, comment engager des réformes en profondeur tout en évitant un endettement qui assujettisse l'État aux intérêts de ses créanciers? Écoutez, moi j'ai développé une stratégie qui s'appelle partenariat stratégique sur les chaînes de valeur. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, je crée un fonds de développement de projets avec une facilité qui permet d'analyser les projets sur le papier et de les développer jusqu'à un niveau de factibilité et de faisabilité et de rentabilité qui fasse que le secteur privé peut sauter dessus et se l'arracher et me rembourse même les frais de développement du projet. Mais dans mon exercice dont je parlais, par exemple, pour Seine Meuble City, j'aurais développé une centaine de projets de cette nature-là en grappe, comme un puzzle. Je les aurais découpés et présentés par morceaux à des entrepreneurs individuels, tout en garantissant le fait de les regrouper et de les mettre ensemble pour que ça fonctionne. À ce moment-là, de quoi j'ai besoin comme argent pour mon fonds de développement de projet? C'est seulement des fonds d'amorçage pour développer les projets jusqu'à un niveau de maturité où les projets sont dérisqués et le secteur privé s'engage. Vous me direz à ce moment, comment vous allez faire les infrastructures? Mais moi, j'ai développé le même principe. Par exemple, lorsque je vais demander à quelqu'un de venir dans la zone économique qui va servir de centre de croissance, les routes, l'eau, l'électricité, je vais aussi contracter des développeurs d'énergie en leur donnant une concession qui leur permette d'être remboursés sur 20 et 25 ans. Mais qui c'est qui les rembourse? C'est les entrepreneurs, les entreprises qui sont installées dans la zone et qui, tous les mois, vont rembourser ce qui a été mis à leur disposition en termes d'infrastructure. Ça permet finalement de créer un système où les risques sont gérés, les financements sont transférés dans les banques, les syndications d'investissement sont faites et l'État ne met d'argent que ce qui sert à amorcer la pompe. Et l'État ne met que la réserve foncière à disposition, mais il faut naturellement travailler avec ce que j'appelle des entrepreneurs institutionnels qui ne sont pas des bureaucrates, qui fonctionnent comme ces entrepreneurs qui développent ces projets, les mettent ensemble, les regroupent, les coordonnent et assurent la mise en œuvre. Parce que nous avons une économie à construire. Et on ne peut pas se lever et demander à des gens qui n'ont jamais connu ce que c'est que l'entrepreneuriat institutionnel de dire je vous nomme délégué à tel et qu'ils deviennent un entrepreneur. Je ne crois pas ça. Mais dites-moi, vous avez travaillé au Ghana justement comme pour monter une zone industrielle là-bas, comme celle que vous devez de décrire. Comment vous avez fait au Ghana pour développer ça? Mais j'ai utilisé la même méthode. D'abord, il y avait une zone économique spéciale à Tema. D'ailleurs, moi, je me méfie des zones économiques spéciales parce que si toutes les zones économiques sont spéciales, il faut qu'on me demande en quoi elles sont spéciales. Sinon, on devrait dire des zones économiques ordinaires. Parce que quelque chose de spécial doit pouvoir définir sa spécificité et sa spécialité. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé là-bas une zone économique, une zone franche industrielle à Tema, que la banque avait financée depuis 1999 jusqu'en 2003, quand je suis arrivé à la banque. Cette zone, il n'y avait que des vaches qui venaient brouter l'herbe là-bas. En 2004, quand on m'a confié le projet, mon directeur, Michel Wamser, à l'époque, est venu me dire, écoute, tu as une réputation d'enfer. Mais ce projet est un éléphant blanc. Si tu continues avec ça,
au lieu de le fermer, tu vas détruire ta réputation. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas économiste et financier seulement, je suis un entrepreneur. Alors, laissez-moi gérer les problèmes parce qu'un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est trouver des problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. Mansour Khan, qui a été le ministre de l'énergie, était de ce voyage-là avec Michel Wamser. À l'époque, il était à Miga. Alors, j'ai pris ce projet, je l'ai retourné. Je me suis comporté en entrepreneur institutionnel aussi bien pour la Banque mondiale que pour le gouvernement du Ghana. Je vais virer les Malaisiens qui étaient là-bas et qui n'avaient rien fait sur la zone et qui voulaient spéculer seulement sur la réserve foncière. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte de transformer cette zone en parc industriel multifonction. C'est-à-dire, quand vous venez dans mon parc, vous payez les impôts parce que nous avons besoin, l'État ghanéen avait besoin de faire rentrer de l'argent. Par contre, on vous met une plateforme de services qui vous permettent de vous occuper que de votre travail. Les approvisionnements, on vous les organise. Les commercialisations, on vous les organise. La formation dont vous avez besoin, on vous la fait. Bref, on vous fournit toutes les fonctions qui sont en dehors de votre zone de confort. Et en plus, on lie toutes les activités à l'approvisionnement endogène. C'est comme ça qu'on a pu utiliser le caoutchouc, par exemple, pour faire l'EVA pour faire les caoutchoucs, attirer des fabricants de pneus, attirer des industries pharmaceutiques et tout ce que vous voulez. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé l'esprit de la zone du Multipurpose Industrial Park dans tous les points du Ghana. C'est-à-dire, on en a fait des points, des points francs. C'est-à-dire qui bénéficient exactement des mêmes avantages. Et partout où nous avons pu aider à souder les chaînes de valeur et à créer les chaînons manquants, nous l'avons fait. Résultat, le board a approuvé ma restructuration en 2005. En 2009, quand j'ai fermé le projet, la Banque mondiale et le gouvernement du Ghana ont fait l'évaluation. 305 000 emplois ont été créés en 4 ans. 12,5 milliards de dollars d'investissement direct ont été attirés avec ce programme. 10 000 emplois expatriés ont été créés. Et vous savez quoi? Oui. La banque, sous mon leadership, n'a dépensé que 35 millions de dollars. Parce que le projet, c'était 50 millions de dollars. Mais quand je suis arrivé sur le projet, il y a 15 millions qui étaient déjà payés à des bureaux de consultance internationaux et tout qui n'ont rien livré. Et c'est ça le gros problème de mentalité que nous avons chez nous. Dès qu'on est nommé, on va aller chercher des grands noms que je ne citerai pas. Mais donnez-moi un seul pays où des études réchauffées par ces bureaux-là ont décrit, n'ont pas fait que décrire au lieu de créer des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui le projet similaire peut être implanté au Sénégal? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent avoir de l'emploi, avoir un minimum de dignité pour s'en sortir. Est-ce que ce genre de projet, on peut les implanter au Sénégal? Écoutez, l'heure est grave. Il faut qu'on se dise la vérité. Le président de la République veut implanter ce genre de projet. Je l'ai rencontré 2 fois à ce propos. Je l'ai rencontré en mai 2017 à Ahmedabad, lors des assises de la BAD. Et je l'ai rencontré aussi en mars 2018 au Rwanda, lors de la signature de la ZLECAf. Et quand j'ai exposé au président ce que je voulais faire, et que je lui ai donné l'article de Forbes Magazine, qui avait parlé de 10 projets comme ça que je voulais mettre en RDC, que malheureusement je n'ai pas pu faire parce que j'ai dû quitter le pays quand j'ai été réaffecté à Washington pour assurer la formation dans ce genre de domaine. Le président m'a dit, Pape, il faut que tu le fasses et on va organiser cela. Il a chargé Elhaj Kassé d'ailleurs de faire le suivi. Elhaj a bien fait le suivi et le président m'a mis en rapport avec son cabinet. J'ai produit un mémorandum que j'ai donné. Le président a demandé à ce que son cabinet organise des réunions techniques avec moi pour que quand je vais arriver à discuter avec lui, nous puissions conclure. J'ai envoyé toutes les documentations. Le président n'a presque jamais rien reçu. Ah oui, les réunions qu'il m'a demandé d'organiser, j'ai commencé une réunion. Au bon milieu de la réunion,
celui qui tenait la réunion, a dit que le président a une audience à laquelle il devait assister. 2 fois de suite, je suis venu à Dakar et je n'ai pas pu tenir ce genre de réunion. Or, je parle de 2018-2019. Si on avait fait cela, aujourd'hui, on aurait montré l'exemple. Parce que dans ce que nous proposons, nous l'avons déjà montré, nous l'avons testé. Donc, le gros problème qu'il y a aujourd'hui à avoir, le président de la République a de la volonté. Parce que moi, je peux témoigner que de ce que je sais. Par contre, il a un problème de courroie de transmission. Parce qu'il ne peut pas tout faire. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Là, le débat de l'inertie de nos dirigeants par rapport à ce qu'ils doivent faire. Beaucoup de projets sont donnés au Sénégal, on en parle partout, mais il n'y a pas l'action. C'est ça le problème du pays. On parle beaucoup, on agit peu. Moi, je crois que, je vous dis honnêtement, moi, le pouvoir, j'en ai jamais voulu. Faire partie d'un gouvernement, j'en ai jamais voulu. Parce que je suis un homme d'action. Mais le gros problème que nous rencontrons quand nous sommes des hommes d'action, c'est l'inertie de l'administration. Vous avez des gens que vous aviez connus avant et qui vous connaissent, qui savent ce que vous savez faire. Mais dès qu'ils n'osent même pas prononcer votre nom devant le président de la République parce qu'ils pensent que vous allez leur prendre le travail. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi qui a décidé de quitter la Banque mondiale 7 ans avant sa retraite pour venir m'installer dans un pays comme la Suisse avec ce que ça demande comme moyen, je peux courir après un emploi au Sénégal? Il faut que les gens se calment. Il faut qu'ils apprennent à gérer des objectifs au lieu de gérer des carrières. Il n'aide pas le président de la République. Moi, j'ai pitié de lui. Parce que tout lui ressemble dessus. Parce que le problème, parce que c'est lui le responsable en dernière instance. Donc, ce que je crois, c'est que tous ces dialogues-là n'ont de sens que si ça peut aider le président de la République à structurer son environnement opérationnel pour que les inductions qu'il donne se traduisent en traction dans les opérations. Il a fait mieux dans ses projets. Je l'ai rencontré, il a appelé un ministre, je l'ai rencontré avec le ministre. J'ai évoqué ces projets, il a dit qu'il ne les avait pas reçus. J'ai dit, je les donnais à tel qu'il a donné. Il a interpellé le gars lui a dit, si, monsieur le président, je voulais envoyer, j'ai même accusé de restriction de votre cabinet. J'ai vu le désespoir, j'ai eu pitié de lui, j'ai vu son regard désespéré qui me disait, mais pape, il faut qu'on trouve le moyen de le faire. Et il y a un ministre qui était à côté de moi, et il lui a dit, il faut faire la chose, il faut que ça avance. Mais moi, j'ai entendu ce ministre après dire, moi, je suis un ministre de la République, Pape Demba Thiam critique la Banque mondiale, moi, je suis un ministre de la République, je ne travaille pas avec quelqu'un qui critique la Banque mondiale. Alors que le président de la République a réuni ses homologues en décembre 2019 pour dire que les outils conceptuels, opérationnels de la Banque mondiale et du Fonds ne correspondent plus à nos réalités. Alors, j'ai dû lui répondre à ce ministre sans citer son nom par presse interposée, dans une émission en disant mais il devait démissionner du gouvernement du président Macky Sall puisque Macky Sall... Je comprends bien, Pape Demba Thiam, si je comprends bien, il y a des ministres qui sont aujourd'hui tenus par certaines institutions dans leur façon de faire, même si le pays va avancer, ils sont assujettis à certaines institutions qui les tiennent. Vous savez, ça c'est une vieille histoire. Du temps de Abdou Diouf déjà, quand il y avait les plans d'ajustement structurel, on parlait de plan Saholoum. Les ministres les plus cotés en Afrique, c'était les ministres qui étaient inféodés aux recettes de Bretton Woods. Moi, j'ai compris depuis très longtemps que j'étais banni des institutions. Je vais vous raconter une anecdote. En 1986, quand j'étais l'assistant du professeur Jean-Pierre Guerre et que j'enseignais aussi les finances et l'électronique, data processing, je faisais ma thèse de doctorat en créant les stratégies d'interface qui ont créé les chaînes de valeur. On a convié une réunion une conférence avec Jacques Delarosière qui était à l'époque le directeur général du Fonds monétaire international à Neuchâtel, mon université, chez moi ici. Il était très impressionné parce qu'il était venu dans la plus petite université du monde, mais qui formait des cadres super.
On l'a livré à nos étudiants pour discuter de l'ajustement structurel. Et finalement, il a compris que l'ajustement structurel étranglait la volonté de développement de nos pays. Je l'ai vu, lui qui est un aristocrate, s'énerver jusqu'à dire « allez vous faire étrangler ailleurs ». On s'est regardé avec mon professeur Jean-Pierre Guerne, je dis « on publie ». À ce moment, on a publié le livre en 1986 qui s'appelait « Le développement de l'Afrique confronté au programme d'ajustement structurel ». À ce moment-là, tous les intellectuels africains m'ont dit « tu es perdu, tu es foutu ». Parce que la plupart de ces gens-là croyaient qu'on a d'avenir qu'en travaillant pour les institutions internationales. Moi, j'ai su que mon sort était scellé. Tant mieux. J'ai perdu 10 kilos dans la réflexion, mais j'ai monté la première société de développement de chaînes de valeur et de développement industriel privé en Suisse. Et nous avons créé 29 chaînes de valeur. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement suisse m'a pris comme conseiller. C'est ce qui m'a amené à prendre la nationalité suisse pour mieux travailler avec ce gouvernement. C'est ce qui m'a amené à l'OCDE en tant que Suisse, à la Commission européenne et tout ce que l'on veut. Et quand je suis allé à la Banque mondiale, je savais que j'étais en terrain ennemi. Mais tout ce que je voulais, c'était montrer que je pouvais rentrer dans la gueule du loup et y faire ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire le développement industriel. Donc, dès que j'ai fait sur le Ghana, j'ai prouvé que, en ayant passé 80% de mon temps à rompre mes liens à la Banque mondiale et avec les 20% faire ce que j'ai fait au Ghana, n'importe quel pays qui veut travailler avec moi, où je peux former des gens à la même science, à la même connaissance, parce que moi, quand je fais les programmes, je forme les gens en même temps. Je ne fais pas comme les firmes comment on appelle ça, de consultation qui viennent vous faire du réchauffé, vous devez screener si ce n'est pas le Togo ou le Ghana qui a là-dedans, et qui partent avec le science. Moi, je forme les gens qui travaillent avec moi, de manière à ce qu'ils sachent faire ce que je sais faire. Au Sénégal, les jeunes que vous écoutent, qui ont beaucoup d'espoir, qui veulent avoir de l'emploi, un emploi décent, travailler, gagner leur vie, avoir de la dignité pour aider leur famille, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ici au Sénégal pour gérer l'emploi? Quelles sont les réformes justement qu'il faut mettre en profondeur dans ce pays-là pour que ces talents puissent s'exprimer? Vous savez, j'ai dit au président Macky Sall, quand on était à Kigali, quand il m'a expliqué le bien fondé de certaines de ses activités. Quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit, vous savez ce qui se passe dans votre tête. C'est très cohérent ce que vous me dites. Mais si vous n'embarquez pas les gens dans votre projet, en faisant en sorte que les gens vous soutiennent dans ce projet, mais ils perdent patience. Mais s'ils sont dans le même train que vous, ils savent où va le train, à quelle gare ça va s'arrêter, quelle est la finalité. Même s'ils doivent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont aller avec vous. Donc, ça veut dire que la communication dont nous avons besoin, c'est la communication sur la certitude et les moyens que nous avons de réussir, au lieu de la communication tapageuse aux aires de meeting, qui donne aux gens l'illusion qu'on fait quelque chose, alors qu'à la fin de la journée, les résultats, on les verra. Donc, il y a aujourd'hui, il faut qu'il mobilise les jeunes. Il faut que le président mobilise les jeunes autour de projets à thème. Et je peux vous en donner. J'ai parlé, par exemple, de Saint-Meuble City. Saint-Meuble City peut nous créer 140 000 emplois rapidement en 2-3 ans, tout en maintenant les emplois qui existent dans les zones. Mais on peut développer le même programme dans l'aquaculture. Aujourd'hui, nous pouvons développer 500 000 hectares d'aquaculture au Sénégal, même si on fait l'hypothèse qu'on emploie 4 personnes par hectare, ça nous fait 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois, comment on va faire ça dans l'aquaculture? C'est-à-dire que le gouvernement devient entrepreneur institutionnel, c'est-à-dire étudie la manière de mutualiser certaines activités comme amener l'eau d'aquaculture, faire les bassins, le génie civil, faire les contrôles laboratoires, faire tout ce qu'il faut, les mutualiser et aider les jeunes entrepreneurs en aquaculture à pouvoir faire avoir la prestation de services dont ils ont besoin de services mutualisés et faire leur travail. À côté de cela, vous allez créer une offre de produits de transformation aux usines qui font la transformation de poissons
Vous allez créer une offre à ceux qui font tout le matériel d'aquaculture, et ainsi de suite. Vous allez travailler en grappe. Mais là, vous créez 2 millions d'emplois tout de suite, en plus de soutenir aussi les activités de transformation traditionnelle des produits de la pêche. Vous voyez, on dit que de Saint-Louis jusqu'à Bakel, vous avez 240 000 hectares de terre. Vous avez de l'eau, vous avez du soleil, vous avez tout, mais c'est un pays de rien. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à cultiver ces terres pour nourrir le pays. On est obligé d'importer du riz, d'importer des produits alimentaires, même le cure-dent est importé de la Chine, qui fait 6 000 km. C'est quand même un désastre pour un pays pour ça. Mais tout cela répond d'un manque de planification stratégique. Je vous donne un exemple. J'ai entendu quelqu'un d'intelligent dire récemment qu'on dit qu'il faut retourner à l'agriculture, mais l'agriculture ne crée pas d'emploi. C'est pas vrai. Ça dépend de la manière dont ils sont prêts. Si on veut faire l'agriculture en amenant de grands groupes qui nous amènent des grandes choses mécanisées, automatisées, mais à ce moment, ce qu'on fait, c'est carrément donner des terres à des gens qui vont produire pour vendre, mais peut-être même pas pour nourrir les populations. Mais si vous créez une constellation de plateformes de transformation polyvalentes sur des rayons de 50 km, où vous pouvez travailler avec 10 familles de paysans à la fois, en le reliant comme le soleil avec les étoiles, la lune, une galaxie, vous permettez aux exploitations familiales de se développer en leur fournissant le service d'appoint dont elles ont besoin, en rachetant la production, en la transformant. La nature des plateformes de services dépendra des spéculations qu'il y a dans chaque région. Donc, c'est ce maillage-là qui va, en créant des centres de croissance multipolaires, créer des emplois qui s'emboîtent les unes les autres et créer une économie émergente, c'est-à-dire une économie de marché émergent où il y a du pouvoir d'achat. Donc, c'est une question de méthodologie. Il ne faut pas vous arrêter sur les slogans. Vous pouvez prendre n'importe quel secteur à la fin, c'est une question de méthodologie. Si vous appliquez les stratégies d'interface pour créer des plateformes de compétitivité en soudant les chaînes de valeur, vous trouvez aussi le système de financement, parce que moi, j'ai même développé des systèmes de financement sur les chaînes de valeur qui sont un peu l'ancêtre des blockchains. J'ai fait la revue à la Banque mondiale. De fait, tout le monde trouvait ça génial, mais personne n'avait envie de l'appliquer. Et j'ai même entendu des Indiens, un Indien qui était mon directeur, dire que l'Afrique n'était pas mise pour ça, alors que le Kenya avait inventé les transferts de monnaie. C'est-à-dire que dès que vous mettez les bureaucrates là-dedans, excusez-moi, vous créez des problèmes. Et justement, Pape Demba Thiam, est-ce que tous ces projets peuvent se faire en Afrique quand on sait que sur le plan international, certaines puissances n'ont pas intérêt à ce que nos pays se développent, se font, parce que la croissance aujourd'hui c'est en Afrique. Et elles, cette puissance-là, elles n'ont pas peut-être non plus aujourd'hui une économie qui puisse marcher. Par exemple, la Covid a fait que beaucoup d'économies sont tombées en Europe et leur espoir, c'est puiser encore les ressources africaines. Non, vous savez, il faut aller par étapes. Mais moi, je peux vous dire une chose. Aucune organisation internationale ne devrait être capable de nous dicter nos politiques de développement. D'abord, ce sont les vrais experts, c'est-à-dire les gens qui connaissent nos économies, qui en savent plus qu'eux. Ensuite, nous avons besoin de leur argent parce que nous sommes membres de ces organisations internationales. Donc, elles ne peuvent pas nous intimider en nous disant, je vous donne un appui budgétaire que je vous prête, mais à condition que vous ne fassiez pas des investissements dans votre développement. On a vu le scandale qu'il y a eu lorsque Albert Youma, qui est le président de la GECAMINE au Congo, est sorti pour dire comment la Banque mondiale et le Fonds leur avaient dit qu'ils n'ont pas d'argent en RDC pour faire leur mine, il faut confier ça à des activités étrangères. Et il a montré comment c'était l'arnaque. Cette vidéo a fait le tour de l'Internet. Mais il ne faut pas qu'on vienne nous dire aussi aujourd'hui que nous ne pouvons pas développer nos terres, il faut amener des grands groupes. Je vous donne un exemple. Le Ghana dont je me suis occupé récemment, quand je quittais la Banque mondiale, quand je venais de quitter, le gouvernement m'a appelé pour dire on veut que tu répliques ce que tu avais déjà fait quand tu étais à la Banque mondiale. Mais avant cela, nous voudrions que tu nous aides à développer l'huile de palme, le secteur de l'huile de palme.
Ceux qui finançaient cette étude-là, c'était DFID, c'est-à-dire les Anglais. Les Anglais ont financé l'assistance technique pour l'étude et il y avait 2 ou 3 autres experts, enfin il y avait plusieurs autres experts qui étaient dans le coup. Mais qu'est-ce que les experts européens sont venus me dire? Me convaincre de dire au gouvernement, parce qu'ils savaient que le gouvernement m'écoute, que tous les chefs coutumiers sont corrompus et qu'ils vendent les terres à ceux qui les intéressent. Donc, il faut qu'on leur arrache les terres et donne ça à de grands groupes. Évidemment, le vieux renard que je suis a tout de suite compris qu'il y avait des groupes multinationaux qui étaient derrière ces gens. Parce que moi, le programme que j'avais proposé, c'était de faire en sorte que les petites exploitations puissent avoir des appuis au développement des entreprises et à l'entrepreneuriat et que les activités à haute technologie qu'elles ne pouvaient pas faire ne puissent les sous-traiter dans des centres d'appui aux entreprises. Et ça a séduit tout le monde, Alan Thierry Matten, avec qui j'avais le ministre actuel de l'Industrie. Mais dès qu'on a insisté là-dessus, DFID a arrêté son financement. Alors, j'ai dit à Alan, mais Nana Akufo-Addo, qui est acclamé partout en Afrique, en disant que nous devons nous libérer de ces servitudes, doit commencer par se rendre indépendant de l'assistance technique qui finance des études. Parce que si même au stade des études, vous devez dépendre de la coopération bilatérale pour financer une étude, c'est une catastrophe. Donc, ces moyens, nous pouvons les mobiliser. C'est une question de rationalisation des choix décisionnels. Et comment on peut les mobiliser? Avec une épargne interne, c'est ça? Mais écoute, l'épargne interne, moi je vous assure, que le moment où on travaillera à mettre en lumière des opportunités économiques directes et réalisables, tous les gens qui investissent dans l'immobilier, dans ceci, dans cela, vont venir investir. L'économie a peur de 2 choses. Manquer d'opportunités et ne pas connaître les risques. Parce qu'un entrepreneur n'a même pas peur des risques, parce que ce qui lui fait gagner de l'argent, c'est la domestication des risques. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que les moyens de l'État, les maigres moyens de l'État soient utilisés de manière intelligente. Comme la commande, le président de la République parler de 450 milliards. Comme par exemple la commande publique au Sénégal, qui est considérée comme étant plus de 12 000 milliards, la commande publique, et qui va vers des entreprises étrangères, alors que les PME sénégalaises auraient pu faire cette commande publique. Écoutez, moi qui étais à la Banque mondiale, je sais comment on tripe des termes de référence ou des appels d'offres pour prendre celui qu'on veut prendre. Ça, si vous devez chercher une séance dans quelque organisation, c'est ça. Comment être légal, faire les choses en ordre et choisir celui que vous voulez choisir. Et là, il n'y a aucune loi qui peut vous attaquer là-dessus parce que le Sénégal peut définir, par exemple, des appels de service en structurant les appels de telle manière à qualifier les hommes d'affaires locaux. Mais il faudrait aussi qu'on soit conscient que ces gens n'ont souvent pas la capacité et les doter de la capacité nécessaire. Moi, au Ghana, comment je suis arrivé à faire ça? C'était j'avais développé une bourse de sous-traitance qui permettait, par exemple, de montrer quelles sont les activités économiques pour lesquelles le secteur privé pouvait fournir du contenu local de haute valeur ajoutée et mettre en place des programmes de formation pour les former dans l'action en même temps, parce qu'on n'attend pas pour le faire. Et aujourd'hui, ça s'appelle le SPX, ça fonctionne toujours. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que vous devez faire de l'ingénierie. L'ingénierie doit être permanente. Si vous voulez avoir des bureaucrates qui ne savent que cocher les cases qu'ils reconnaissent, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Il faut qu'on se dise la vérité parce que l'heure est grave. Lorsque nous sommes arrivés à une situation où il y a eu presque risque d'insurrection avec des jeunes qui sont morts, moi je me disais, je n'aime pas mettre les pieds dans le plat, mais je me suis dit, je vais le faire aujourd'hui parce que c'est une question de survie nationale. Nous avons plein de gens qui savent faire le boulot. Je vais vous donner un autre exemple. Même dans la médecine, je peux créer des grappes de convergence. Nous sommes la meilleure faculté de médecine en Afrique et l'une des meilleures du monde. Il y a beaucoup de gens que moi j'ai connus, que je rencontre ailleurs, qui ont étudié à Dakar.
Mais on peut développer des chaînes de valeur de la médecine. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des fonds d'amorçage pour créer des plateaux techniques comme centre de services de fonctions mutualisées et amener les gens, les médecins, à venir partager des équipements et faire la prestation. Et on va le faire dans les endroits les plus reculés. L'argent, le Sénégal n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent parce qu'on va développer un système de partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur de la médecine et créer des emplois, employer tout le monde. C'est ce que je veux dire simplement. C'est une question de méthodologie, c'est une question de paradigme, c'est-à-dire de modèle de pensée. Et de politique aussi. Je suis très passionné quand je parle de ça, parce que ce qui est révoltant, c'est de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose et qu'on ne peut pas le faire. Oui, absolument. Voilà, Pape Demba Thiam, je vous remercie. Le temps que nous y imparti est terminé. Je pense qu'on a fait le tour de la question concernant le développement du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses bougent? Comme vous l'avez dit, il faudrait qu'il y ait une volonté politique affirmée et que tous les Sénégalais acceptent d'aller au développement et d'arrêter de faire des faux furents, d'arrêter de servir à la population de slogans qui ne servent à rien. Parce que si les choses ne bougent pas, le Sénégal ne pourra pas s'en sortir. Et le Sénégal a des compétences partout à travers le monde et surtout dans la diaspora. Les Sénégalais qui sont très compétents, qui sont au niveau de technologie, l'État du Sénégal a le devoir d'associer tous ces Sénégalais au développement du pays, comme vous-même, vous devez de le démontrer aujourd'hui. Les résultats que vous avez pu faire au Ghana et ailleurs en Afrique et en Suisse, c'est pour cela que nous avons voulu vous inviter pour aller vous seul, aller en profondeur, expliquer les choses, comment ça doit se passer, et éviter encore une fois des promesses non tenues. Merci infiniment, Pape Demba Thiam. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission avec Serine Saliou Deme et Biran Sissé. C'était Alassane Sambo Diop et c'était spécial l'ère du temps. Bon dimanche à tous.